Philippe. Enfin, Recording is on. donc le lancement de la vidéo, de l'audio, de la vidéo est bonne. Donc, oui, puis là j'ai lancé présentation, l'enregistrement aussi, donc Ok. normalement on est bon. Bonjour à tous qui Ok. viennent de nous retrouver. Voilà, je peux avoir là ma petite tête en plus du PowerPoint. Et on va pouvoir démarrer. Bien, merci Philippe d'être de nouveau parmi nous pour ceux qui l'ont suivi hier. Moi, j'ai cette chance, donc je suis contente. Comme ça, j'ai la suite de l'histoire. Donc, vous êtes enseignant-chercheur en sciences de gestion et vous êtes fondateur du Fab Lab GameX Lab et aussi du projet, et faites partie du projet et du team. Donc, merci à vous d'être là encore avec nous aujourd'hui et au plaisir de pouvoir vous réécouter une seconde fois. Merci, merci beaucoup. Donc, je vais quand même vous décevoir puisque les 5 premières minutes, ça va être les mêmes, puisque le contexte est le même. Donc, vous risquez de retrouver quelques éléments d'hier sur la première partie. Mais très vite, on ira sur le sujet qui nous concerne. Et puis, ça me permet de faire comme hier un petit teaser, en fait, jusqu'à arriver aux choses qui sont les plus opérationnelles et intéressantes sur cette présentation. Donc, effectivement, je suis Philippe Lépinard, enseignant-chercheur à l'Université Paris-Créteil, à l'Institut de recherche en gestion, plus précisément. Donc, je suis le fondateur du GameX Lab et je suis le responsable du projet et du team que je vais vous détailler ici. Alors, je vais faire un petit peu de contexte pour voir dans quel cadre se situe ce projet. Ensuite, pourquoi nous travaillons sur la ludopédagogie. Ensuite, j'irai sur le projet et du team. Alors, le projet et du team, toutes nos actions sont disponibles sur le site eduteam.fr. Donc, je vais ne pas vraiment faire de la redite, mais je vais vous présenter des résultats scientifiques d'articles qui sont actuellement en reviewing dans différents colloques. Donc, ce que je vais vous dire ici, sur, on va dire, les 2 tiers, eh bien, vous ne le trouvez pas encore sur le site EduTeam. Vous le découvrirez, j'espère, si les articles sont acceptés, plutôt en fin d'année universitaire, donc au mois de juillet, quand les articles auront été reviewés, ont été présentés en colloque, et puis ensuite diffusés sur la plateforme HAL, puisqu'on essaie de mettre tous nos papiers sur HAL. Voilà, donc ce sera de la nouveauté. N'hésitez pas à me poser des questions. Là, le chat, je le vois bien, donc via le chat. Ou alors, vous pouvez aussi, je ne sais pas s'il y a un oui, on peut lever la main ici. Vous pouvez lever la main et je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Sinon, à la fin, on aura largement le temps de faire un petit jeu de questions-réponses. Alors, le projet pédagogique et de recherche et du team en ludopédagogie, donc une aventure scientifique pour des cours épiques. Oui, vous allez voir que les jeux utilisés permettent de vivre des aventures fantastiques dans des cours, principalement de gestion, management et puis de langue et en anglais. Voilà, alors déjà, je remercie les organisateurs du colloque, bien sûr tous les participants qui, malgré le soleil et le couvre-feu et toutes les contraintes, eh bien, sont ici. En tout cas, merci beaucoup aux organisateurs pour cet événement qui est vraiment exceptionnel. Moi, je passe voilà, de séance en séance avec très grand plaisir et j'apprends plein de choses. Donc, merci mille fois pour l'organisation de ce colloque. Alors, dans quel cadre prend vie EduTeam?
Donc, je fais partie de l'Institut de recherche en gestion. Dans ce laboratoire, eh bien, nous avons créé il y a quelques années un groupe thématique de recherche lié à l'apprentissage au management, mais en utilisant des méthodes alternatives. Ce groupe s'appelle Maca Management, il a également un site aussi. Et puis, la majorité des chercheurs ont un attrait particulier pour la formation au management. Certains, c'est l'art, d'autres, c'est le sport, etc. Et moi, c'est la ludopédagogie. Et c'est pour ça que dans ce groupe Maca Management, et c'est pour ça d'ailleurs que je vais beaucoup vous parler de management, même si vous allez voir comme ma présentation de la semaine dernière, hein, il y a beaucoup de choses qui peuvent être largement transférées dans d'autres disciplines. Mais en tout cas, voilà pourquoi au départ, c'est le management qui, qui a initié finalement nos réflexions. Et puis, ça, c'était ma présentation d'hier. Donc, effectivement, on a monté un Fab Lab en 2015 pour un lieu d'échange, un lieu de partage, pour expérimenter de nouvelles méthodes autour de la ludopédagogie. C'est aussi un magnifique ludothèque avec des centaines de jeux de tout type, jeux vidéo, jeux de rôle, wargames, jeux de société. Enfin, vous avez tout ce qui fait le bonheur des étudiants et enseignants et personnels administratifs qui viennent aussi profiter de la ludothèque. Alors, comme je l'ai dit, Aurélia, je suis désolé, il y a quelques slides qui vont se reproduire, mais je vais quand même vous expliquer pourquoi on a travaillé sur la ludopédagogie. Ce sera un petit peu plus rapide qu'hier, 5-10 minutes grand maximum, vous inquiétez pas, pour celles et ceux qui étaient déjà là. Donc, on s'est rendu compte que dans les activités pratiques, donc toutes les activités actives, la pédagogie active, etc., eh bien finalement, on ne laissait pas l'opportunité aux étudiants de se tromper. Hein. Ce fameux essai-erreur qu'on vante au travers du jeu, bah, finalement, si on se rend compte que c'est pas tant que ça, c'est-à-dire que si les jeunes se trompent, ils n'ont pas forcément le temps ou la possibilité de refaire une partie ensuite pour remobiliser les compétences et les connaissances qu'ils viennent de découvrir. Donc finalement, c'était très décevant et on pouvait déjà utiliser du jeu, hein, voilà, c'est très décevant. La notation était permanente, une notation sommative sur la réussite, donc les jeunes ne se lâchent pas dans les activités actives, hein, dans les pédagogies actives, hein, ils font ce qu'on attend d'eux, mais ils n'essaient pas, ils n'expérimentent pas réellement. Donc l'inclusion est limitée. Vous avez les bons élèves qui y vont. Vous avez toujours les mêmes élèves en management qui sont chefs de projet. Et on découvre à la fin de master de management que, eh bien, il y a des étudiants qui n'ont jamais pris le rôle de chef de projet parce que c'était toujours noté, parce qu'ils ne pouvaient pas expérimenter, parce que le cycle expérientiel de Kolb qu'on verra après, ils ne pouvaient pas en faire un ou deux supplémentaires pour apprendre, réessayer. Et puis, on les met aussi trop souvent dans des activités trop proches de la réalité, en voulant absolument les confronter à leur vie future de manager, dans mon cas, eh bien, on les met dans des situations de gestion qu'ils sont incapables d'appréhender dès la licence normale. Ils n'ont pas encore les connaissances et compétences suffisantes pour pouvoir s'intégrer. Et donc, surcharge cognitive, et quand il y a une surcharge cognitive, on n'apprend pas. Donc, la première réflexion, ça a été, existerait-il pas un temps entre eux ou un lieu qui permettrait de faire plus facilement la liaison entre les apprentissages, j'appelle hors sol, hein, on peut dire théoriques, hein, et puis les apprentissages situés qui sont plutôt sur la pratique. Donc ça a été notre premier travail, à savoir, est-ce qu'il n'y aurait pas des apprentissages, espaces d'apprentissage intermédiaires où les étudiants pourraient expérimenter, mais réellement expérimenter, sans être notés sur leur réussite, en pouvant réellement se tromper pour pouvoir retester après. Et donc, c'est là où on s'est dit, peut-être que on va essayer pour leur permettre de lâcher prise, peut-être qu'il faudrait décontextualiser l'espace, c'est-à-dire ne pas être dans un univers, dans une situation qu'ils vont rencontrer plus tard, et comme ça, ils ne vont pas chercher à reproduire des routines, parfois fantasmées, hein, qu'est-ce qu'un manager, etc. Voilà. Donc, et bien entendu, l'idée principale sous-jacente de tout ça, vous l'aurez compris, c'est l'engagement. Hein. Si des jeunes savent qu'ils ne risquent rien, qu'ils peuvent y aller, qu'il n'y aura pas de notes, que c'est bienveillant, ils vont s'engager et donc on améliore l'inclusion. Alors comme je l'ai dit déjà hier, l'inclusion au sens plutôt canadien, c'est-à-dire l'inclusion en général. Hein, ça concerne la parité homme-femme, ça concerne tout le monde et pas simplement les étudiants en situation de handicap. Voilà, et c'est là où les jeux sont apparus, puisque où trouver des univers fictifs sans cesse renouvelés aux imaginaires vraiment débridés, eh bien les jeux nous apportent ça, et c'est de là
qui est parti en 2015, un peu avant dans certains domaines, mais globalement, où les projets importants en ludopédagogie ont été lancés, c'était en 2015. La deuxième chose, c'est après avoir identifié ce lieu réel d'expérimentation grâce au jeu, vous l'aurez compris, c'est maintenant l'intégrer dans une montée en puissance vers l'expertise des étudiants managers. Et c'est là où là aussi, on s'est dit, bah, finalement, pour acquérir de la connaissance de base, et je ne parle pas de compétences, attention, parce que souvent le jeu en management est couplé aux soft skills, hein, compétences comportementales. Moi, je suis bien dans les compétences, dans les connaissances de base, hein, de management, de gestion de projet. Eh bien, peut-être qu'il faudrait commencer par des univers fictifs et totalement décontextualisés. Voilà. Et puis tout doucement s'approcher. Alors toujours au travers du jeu, ça peut commencer donc par du Star Wars, comme vous allez voir tout à l'heure, jusqu'à eh bien des situations de gestion très proches et quasiment plus ludiques du tout. Voilà. J'en ai fini pour celles et ceux qui étaient avec moi jusqu'à hier déjà. J'en ai fini sur les redites. Maintenant, je vais aller sur ce fameux projet EduTeam. Alors, le projet EduTeam, c'est un projet de Serious Gaming. C'est-à-dire que là aussi, je l'ai un petit peu abordé hier, mais ce qui m'intéresse dans ce qu'on fait en ludopédagogie, c'est le détournement des jeux du commerce grand public. Donc, on a eu ce matin une belle présentation sur des jeux mis en œuvre plutôt à ce que j'ai compris en tout cas dans le cadre d'enseignement secondaire. Donc là, on sera plutôt dans l'enseignement supérieur. Moi, je vais aller un petit peu plus profondément dans la méthodologie pour les mettre en œuvre. Mais l'idée est la même, des jeux du commerce qu'on va détourner. Et donc, ça s'appelle, dans les 9 techniques ludopédagogiques, le serious gaming, intégral ou partiel. Intégral, on peut prendre le jeu à l'identique, hein, et partiel, on est obligé, ou l'éditeur lui-même fait des évolutions pour qu'il rentre dans la partie pédagogique. Donc moi, je trouve que c'est extrêmement riche, cette idée de serious gaming, puisqu'on ne dépend pas d'un carcan scénaristique d'un serious game ou d'une simulation, par exemple. Alors voilà, cette photo a été prise hier. Je suis en train de préparer mon cours. Voilà. Donc je suis en train de préparer un cours. Donc la table basse est juste à côté de moi avec ces figurines. Un cours de management destiné à faire acquérir les rudiments du retour d'expérience, donc une méthodologie de retour d'expérience pour des étudiants de licence, première, deuxième et troisième année. C'est une matière de découverte qui intègre des étudiants de multiples composantes, droit, langue, etc. Mais c'est un cours de management. Voilà. Et donc, pour ça, j'ai décidé d'utiliser des wargames du commerce. Et là, c'est Armada de la société Mantic Games. Et donc, je suis en train de construire les figurines, de les découper des grappes, de les coller. Et ça fait partie intégralement de ma vie d'enseignant maintenant, puisque de plus en plus de jeux avec figurines sont intégrés. Et malheureusement ou pas, ça dépend pour les gens qui aiment ça. Et moi, je commence à apprécier. Il faut construire les figurines et parfois même les peindre. Hein. Et pour les peindre, pour l'instant, je m'y suis pas mis. Par contre, il y a des étudiants qui sont fanas et qui vont me faire ça dans un projet tutoré. Voilà, donc là, vous voyez, je prépare intégralement mon cours. Je fais les figurines, je prépare les figurines qui vont être utilisées. Ce sera jeudi. Vous verrez, il y aura des photos qui vont circuler. Ce sera sur les réseaux sociaux. Il y aura donc c'est jeudi après-midi où nous allons mettre ça en œuvre. Voilà. Alors, quelques informations préliminaires pour oui, l'imprimante 3D. On a des imprimantes 3D, effectivement, mais là, moi, je ne suis pas un créateur. Voilà. Donc, en fait, j'achète. Et puis, c'est un cours que je vais faire, donc je pourrais demander à des étudiants de faire, effectivement, vous avez raison, mais moi personnellement, j'ai aucune compétence de modélisation 3D, etc. Donc j'achète les figurines qui sont déjà toutes faites, mais il faut les construire, effectivement. Donc quelques informations préliminaires. J'ai étudié, oui Laurent, oui, on pourrait s'entendre pour ça. Excellent. Donc j'ai voulu étudier, vous avez vu donc plutôt l'engagement et l'inclusion. C'était ce qui me motivait vraiment. Je souhaitais que dans ces cours, avec ces jeux, tout le monde s'engage, tous les étudiants aillent dans l'aventure management ou en langue. Et donc, c'est ce que j'ai mesuré. L'engagement, la satisfaction, vous allez voir aussi, l'engagement perçu et la pertinence perçue par les étudiants. Toutefois, et je le mets en gras, il n'y a eu aucune réduction des attentes académiques en termes de contenu.
C'est-à-dire que des enseignements que je faisais, mais pas que, parce que maintenant vous verrez qu'il y a d'autres collègues qui étaient faits de manière peut-être plus classique. Maintenant, classique, ça ne veut plus rien dire, mais bon, de manière, en tout cas, pas ludopédagogique, eh bien, on n'a pas diminué le contenu et les résultats finaux, et ça, je tiens à le dire, les résultats finaux au contrôle, aux examens, sont légèrement meilleurs. C'est-à-dire que j'ai pas renversé la réussite. Par contre, vous allez voir le taux de satisfaction et d'engagement, et ça, c'est le jour et la nuit. Donc en fait, avec des résultats meilleurs, mais pas transcendants non plus, on a quand même une belle réussite en tant qu'engagement, satisfaction et pertinence. Et ça, c'est juste énorme. Ça change tout dans un cours quand tout le monde est heureux. Et ça, je pense que vous l'avez toutes et tous vécu. Donc, pour mesurer l'engagement, la satisfaction et la pertinence, principalement l'engagement, il y avait des questionnaires. Et ces questionnaires sont anonymes, ont été faits après les notes. Hein. Et donc, les résultats pour répondre à Pauline sont à la fois sur le court terme et à la fois sur le long terme. Sur le court terme, avec des évaluations classiques, on est en licence, on est en master, on est à l'université, il y a de la connaissance à acquérir. Donc, moi, je ne me pose pas la question. Il y a de la connaissance, il y a des examens classiques, il y a des épreuves, vous allez voir. Et puis, à long terme, sur des épreuves intégratives. Et là, par contre, Pauline, merci d'avoir posé la question, sinon j'aurais oublié. Là, en termes d'intégration des compétences sur le long terme, c'est beaucoup plus efficace qu'avant. Je vois des étudiantes et des étudiants qui ont suivi ce genre de cours dans des hackathons, dans des projets tutorés, qui sont capables de mobiliser les connaissances et les compétences de manière bien plus efficace qu'avant. Même si les notes, je vous dis, sont légèrement meilleures, mais c'est pas transcendant. Donc effectivement, il y a quand même quelque chose qui est remarquable à plus long terme. Alors à long terme, je vais quand même être honnête, c'est à 1 an max. Hein. C'est-à-dire que je fais soit en fin d'année, soit en début d'année prochaine sur l'année suivante. Je ne fais pas à plus long terme pour l'instant, tout simplement parce que ces jeux ont été mis en classe constituée seulement depuis 3 ans, 2-3 ans. Donc j'ai pas encore, voilà, je pourrais voir après sur sur le long terme en entreprise, mais là, je sais que j'ai déjà des évaluations sur 1 an et c'est déjà super efficace. Voilà. Et c'est déjà beaucoup. Déjà 1 an, c'est déjà beaucoup parce que souvent on s'arrête à la note, mais là, j'arrive à voir la mobilisation des connaissances et compétences sur des activités intégratives qui n'ont parfois rien à voir avec le cours. Et ça, c'est top. Voilà. Donc, les résultats sont anonymes et sont corroborés par les observations entre étudiants et par les collègues qui ont observé. Les cours présentés, vous allez voir, ont été intégralement gamifiés, sauf pour le JDR, et je vous en parlerai où c'est un tiers du cours. Alors, j'ai peut-être pas tout suivi, les bons s'adaptent et restent bons. Vous allez voir que là, franchement, j'ai plus du tout de courbe de Gauss classique en termes d'évaluation, et ça, c'est top. Voilà. Ok, donc je continue. Alors, comment ça marche? J'utilise un truc tout bête que vous connaissez toutes et tous et que vous avez certainement utilisé dans certains de vos cours, c'est le cycle de l'apprentissage expérientiel de Kolb. Seulement, ce cycle de l'apprentissage expérientiel de Kolb, je l'ai amendé parce qu'il n'apportait pas tout ce que je recherchais. Voilà, donc vous allez voir les évolutions qui ont été faites tout de suite. Alors bien sûr, vous allez voir ensuite des étudiants jouer, mais je vous montre la théorie. Alors déjà, il y a 2 choses à savoir, c'est que la théorie peut être apportée de manière déductive ou elle peut être apportée de manière inductive. Hein, donc ça dépend du cours, ça dépend de la méthode. Moi, pour des cours de gestion de projet, je suis plutôt en déductif. Pour des cours de management, j'en suis plutôt en inductif. Bien entendu, c'est jamais aussi tranché. Quand vous avez du déductif, il y a toujours une partie d'inductif. Bon, voilà, et inversement. Voilà. On pourrait même aller sur l'abduction. Mais globalement, il y a une petite différence entre les deux, vous allez voir, qui est très, très légère. Alors, comment se passe un cours? Déjà, chaque séance, c'est un cycle complet. Ça veut dire que les étudiants, quand ils rentrent dans le cours, ils savent qu'ils ont une dizaine de séances avec moi de 4 heures, ils vont avoir 10 cycles de Kolb. Ça veut dire que chacun ou chacune va pouvoir expérimenter si jamais ça a été raté dans d'autres cycles. Et pour ça, je n'évalue pas la réussite de ce qu'ils ont à faire dans la séance, j'évalue leur engagement, c'est tout. Et c'est là où on découvre l'anecdote que je dis à chaque fois, mais il y en a plusieurs, mais celle-ci est tellement flagrante. Une étudiante vient me voir, me dit « Monsieur, je me laisse toujours marcher dessus, j'ai envie de voir ce qu'est le management directif. Est-ce que je peux donner des ordres pour une fois ?» Eh bien, quand vous avez une étudiante qui est
plutôt introvertie, qui vient vous dire ça et qui teste, c'est gagné. Ça veut dire qu'elle n'a pas peur de l'échec. Ça veut dire qu'elle a bien compris que si elle rate là, elle pourra refaire. Et de toute façon, elle n'est pas évaluée sur sa réussite ou pas, elle est évaluée sur son engagement dans l'activité. Et tester une méthode de management dans un cours de management qui n'est pas celle prédisposée, eh bien, c'est exactement ce qu'on recherche. Donc, comment ça se passe? Eh bien, vous voyez, ça c'est une méthode déductive. Donc, l'apport théorique classique en début. Ensuite, le briefing de la séance. L'expérimentation, alors en vert, c'est ce qui est donc du cycle de Kolb, et ce qui est en mauve, ce qui est amendé. La partie classique, le débriefing. Alors le débriefing, je viens du monde de l'aéronautique avant d'être enseignant, et donc j'ai cette rengaine du débriefing qui me trotte tout le temps dans la tête, et donc j'ai extrêmement poussé le débriefing, développé le débriefing. J'utilise un débriefing structuré qui est facile de passer d'un enseignant à un autre. Il y a aussi ça, c'est pas ma méthode, c'est une méthode scientifique prouvée, qui est l'utilisation de débriefing 3D de Zygmunt et Hall, qui est extrêmement puissant et extrêmement bien, qui passe par 3 étapes, le catharsis, ensuite vous avez l'apport théorique et ensuite la recontextualisation. Il n'y a rien d'original, mais il est structuré et il est particulièrement bien développé. Et en plus, il est couplé au cycle expérientiel de Kolb. Donc, vous avez tous les ingrédients qui vous permettent de mener un débriefing de manière pertinente. Et comme je vous ai dit, je suis à l'université. Moi, j'ai envie que les jeunes apprennent le lexique managérial, apprennent le lexique de la gestion de projet, connaissent. Et donc, il y a toujours un contrôle rapide de connaissances, généralement sous forme de QCM, à chacun des cycles. Sauf, bien entendu, au premier cours où je fais un contrôle de connaissances diagnostique. Comme ça, je vois, je peux montrer aux étudiants la différence entre le premier et le dernier. Voilà. Donc ça, c'est de manière déductive. Retenez bien, à chaque séance, il y a un nouveau cycle. 10 séances, 10 cycles. Voilà. En termes de timing, je vous dis, c'est un tiers du temps pour le jeu. Et puis, globalement, un tiers, on pourrait dire, sauf dans le cadre, par exemple, de l'induction, où là, eh bien, on est plutôt avec un débriefing beaucoup plus long, puisque l'apport théorique a lieu dans la partie débriefing. Donc, mais le cycle est commun avec cette phase de débriefing qui est beaucoup plus longue. Alors, vous pouvez trouver dans mes articles, qui sont librement accessibles à partir du site du team, toute la structuration de ça, toutes les questions qu'on pose, toute la méthodologie exacte de toutes ces étapes, enfin de la majorité de ces étapes, puisque c'est, comme je vous l'ai dit, dans les articles qui sont à apparaître, mais il y a déjà beaucoup de choses, et notamment le débriefing 3D, comment je mets des, voilà, comment j'organise la classe. Ce sont des classes généralement de 40, voilà, une quarantaine d'étudiants, comment j'organise les classes autour des wargames, tout ça est complètement expliqué, tout à fait expliqué dans mes articles. Je vous invite à les lire. Là, c'est vraiment pour vous donner une idée. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ces multiples cycles de Kolb sur lesquels je m'appuie pour gamifier intégralement mon cours. Un cours de 30 heures en gestion de projet, ce sera un cours de 30 heures avec le jeu, le wargame ou le jeu vidéo, comme vous allez le voir après. Mais finalement, le temps de jeu en tant que tel, c'est un tiers du temps. Alors, le projet EduTeam se regroupe en 3 sous-projets. EduTeam jeux vidéo, EduTeam wargames, et EduTeam jeu de rôle. Alors, le jeu de rôle, je l'ai un petit peu plus développé, tout simplement parce que avant la conférence, j'ai eu une vingtaine de questions qu'on m'a posé sur le jeu de rôle, et c'est l'article qui est le plus téléchargé. Donc, j'ai fait un petit peu plus de détails là-dessus. Donc, si jamais vous voulez que je revienne sur les 2 autres, n'hésitez pas à me poser des questions. Donc, EduTeam jeux vidéo, c'est de l'EduTeam. Donc, c'est de l'apport, de la détournement du jeu grand public dans du jeu vidéo grand public. Donc, vous avez plein. Nous, on utilise Mindtest, Minecraft. On utilise, là, vous voyez Microsoft Flight Simulator. On utilise plein de jeux, voilà, jeux vidéo dans les classes. Alors, voilà les résultats qui sont particulièrement intéressants. Donc, 2 cours de niveau master, un cours de gestion de projet générique et un cours de gestion de projet de système d'information.
Donc, on a demandé aux étudiants leur satisfaction, leur engagement, leur pertinence, leur ressenti en fait sur les trois. Et regardez donc les résultats. Vous avez les dates. Hein, donc, c'est en mai, donc mai-juin 2020, octobre-novembre 2020. J'ai mis c'était en distanciel et le nombre d'heures. Alors, voilà les résultats. Donc, ici, en termes de résultats, on est sur une satisfaction plutôt haute. Et la différence au niveau de l'engagement et de la pertinence entre le premier et le deuxième cours, c'est que le premier, c'est le premier confinement et on a rencontré des problèmes avec Minecraft, de pare-feu de l'université. Donc, j'ai eu un tiers d'étudiants qui ont eu énormément de mal à rejoindre Minecraft. Ce qui a été complètement réglé pour le deuxième cours. Et là, vous voyez des taux de satisfaction, engagement, pertinence qui sont juste énormes pour un cours, pour des cours qui ont été réalisés en plus en distanciel sans avoir rencontré les étudiants en amont lors des deux confinements finalement. Voilà, donc vous avez des résultats qui sont vraiment importants. Alors, voilà pour le jeu vidéo, donc 2 cours qui ont été présentés. Maintenant, pour les wargames, alors voilà les wargames. Alors, on utilise de vrais wargames. Des wargames avec figurines sur plateau, des wargames avec figurines sur espace libre. Hein. Vous voyez, vous avez à gauche Star Wars X-Wings, hein, et puis des wargames avec des pions plutôt abstraits. Vous avez Command & Scholar ancien à droite. Alors, pour certains jeux, j'utilise les règles complètes. Star Wars X-Wing, c'est extrêmement simple. Par contre, Command & Colors, je modifie les règles pour le rendre plus dynamique. Et pour celles et ceux qui connaissent, il y a des cartes de commandement qu'on n'utilise pas. Voilà. Donc, ça donne plus de possibilités que de base. Et puis, vous voyez, il y a 3 tableaux. C'est tout simplement parce que c'est le dernier cours. Et le dernier cours est un cours de management opérationnel. Et le cours du cours de management opérationnel servant à faire la transition avec le management stratégique. Donc, il y a en fait les différentes strates hiérarchiques qui sont représentées. Et vous avez dans une autre pièce le manager, le directeur finalement, qui manage les 3 managers opérationnels, un par table. À gauche, on est encore sur du cours avec des petites équipes. Là, pour le coup, c'était à gauche demi-groupe, 20, et à droite, classe complète, où ils étaient 40, avec demi-groupe contre demi-groupe. Voilà comment. Alors, excusez-moi, j'ai une question de Mireille. Quelle est la signification des chiffres 2 ou 3? Ah, excusez-moi. Alors, en fait, vous avez ici, c'est l'échelle de Likert de 1 à 4. Donc, c'est quand je leur pose les questions, êtes-vous satisfait du cours? Eh bien, 1, pas du tout. 2, plutôt pas. 3, plutôt oui. 4, tout à fait. Voilà, c'est ça. Excusez-moi, j'aurais dû effectivement le préciser. Plus c'est haut, mieux c'est. Voilà. Sachant que sur des cours classiques, on est plutôt sur 2, 5, et sur des cours en amphi, on peut aller très très bas. Hein. Voilà, mais c'est en fonction des gens, parce que même pour des cours en amphi, on peut faire des trucs super, et vous pouvez avoir des 4. Voilà. Alors, pour le Wargames, voilà, donc voici les résultats pour des cours de Wargames. Donc là, les 2 ont été faits en présentiel. Vous avez un cours de management opérationnel qui a été fait en octobre-novembre 2019 et donc qui est traité sur un article complet largement disponible. Et puis un autre cours novembre-décembre, donc à la même époque finalement, en présentiel aussi pour des masters. Hein. Donc là, on a à droite, on a des masters dont certains en formation continue, donc déjà des cadres en activité. Et puis à gauche, nous avons des étudiants de 2e année. IM, c'est informatique et management, c'est une licence particulière. Et master de CCA, c'est contrôle, comptabilité, audit. Voilà. Et donc, vous avez des résultats particulièrement bons aussi sur l'engagement et puis sur la satisfaction et la pertinence. Il n'y a aucun problème non plus. Alors là, on touche 52 personnes quand même, hein, 52 étudiants. Alors, ce qui était intéressant, c'est que j'en profite pour vous montrer que le même cours a été fait donc une fois en présentiel avec des wargames et une fois en distanciel avec Minecraft et Mindtest lors du confinement. Et de manière totalement surprenante, et moi aussi contre-intuitive, eh bien, le cours en distanciel sous Minecraft a été encore plus plébiscité
que le cours en présentiel Wargame, même si déjà les résultats sont extrêmement bons en termes d'engagement, quoi. Il n'y a pas d'erreur en haut, hein. Le cours M2 CCA, M1 CCA, c'est bien un cours qui a basculé du M2 au M1, ce qui introduit un petit biais, effectivement. Alors, pour le alors, j'ai pas vraiment d'explication sur les deux, d'autant plus que la population est la même. Je dirais que j'ai un an d'expérience en plus. J'ai un an d'expérience en plus sur ce cycle de l'expérientiel de Kolb que j'ai amendé. Et donc, petit à petit, le cours est de plus en plus efficace. Quel que soit le jeu c'est plutôt un clin d'œil, hein, de montrer présentiel et distanciel. Je pense que c'est plutôt la méthodologie qui est de plus en plus précise et fonctionnelle. À mon avis, c'est ça. Voilà. C'est un avis. Il y a rien. J'ai pas mesuré parce que je m'attendais pas. Enfin voilà, c'était pas une mesure prévue. Mais à mon avis, c'est quand même que le dispositif pédagogique autour du jeu est nettement plus efficace maintenant. Et je sais où ça va coincer, je sais où ça fonctionne. Voilà. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Oui, ouais, je pense aussi qu'ils ont été contents. Enfin, en tout cas, vu les résultats, c'est hallucinant, quoi. Voilà. Alors maintenant, EduTeam jeu de rôle. Alors le jeu de rôle, pour celles et ceux qui connaissent, ici on parle bien. Alors les wargames sont beaucoup moins connus du grand public que Minecraft. Alors les wargames sont beaucoup moins connus, mais Minecraft non plus. C'est-à-dire que là, la population que j'ai ici, finalement, alors n'était pas spécialement joueur. Alors c'est sûr que les wargames c'est niette, hein. Les wargames quasiment personne connaît. Wargame Mindtest, alors Mindtest déjà personne connaît. Pour Minecraft un petit peu plus, mais c'est souvent oui mon petit frère joue ou mon copain joue. Mais j'ai rarement de gens qui jouent parce que là, je suis en école de management. En école d'informatique, c'est un petit peu différent. Mais là, en management, j'ai pas tant de, j'ai peu de joueurs finalement. Et c'est aussi un peu pour ça qu'on a monté le Gaming Lab, hein. J'ai peu de joueurs tout court, peu de joueurs de wargame, peu de joueurs de jeux vidéo et quasiment aucun joueur de JDR comme vous allez voir, hein. Voilà. Et très peu de joueurs de jeux de société un peu experts. Beaucoup, de plus en plus de joueurs de société, de jeux de rôle, pardon, JDR, jeux de rôle comme Donjons et Dragons, etc. Je vais y revenir en fait, hein. Mais effectivement, au final, j'ai plutôt peu de joueurs en école de commerce, un petit peu plus côté informatique. Puisque je gravite entre l'école d'ingénieur et l'école de commerce interne à l'UPEC. L'IAE Gustave Eiffel, c'est l'école de management interne à l'UPEC. Et l'EPISEN, c'est l'école d'ingénieur interne à l'UPEC aussi, UPEC, Université Paris-Créteil. Voilà. Voilà, alors le jeu de rôle, eh bien, c'est une activité ludique où on se raconte une histoire, en fait, à partir d'un scénario. Eh bien, on est autour d'une table et on se raconte une histoire généralement fantastique. Donc, le plus connu des jeux de rôle, c'est Donjons et Dragons, mais maintenant il en existe plein, hein. On a même Alien, hein, qui vient de sortir, hein. Donc, en fait, vous avez eu dans les jeux de rôle mainstream, on va dire, hein, vous avez un maître du jeu ou une maître du jeu qui va se cacher derrière, comme vous voyez à gauche, un paravent pour raconter une histoire et donner des challenges qui vont se résoudre au travers de jets de dés par les joueurs. Donc c'est une conversation entre une personne et puis tous les autres, et même finalement entre tout le monde, puisque le scénario devient partagé, puisque les joueurs, en proposant des activités pour résoudre des challenges, finalement créent aussi du scénario. Voilà. Donc, on l'a fait en présentiel, en cours d'anglais, en cours de management. Je ne vais pas aller sur le management, puisque le management, on en a fait très peu. On est rapidement passé sur les wargames. On l'a fait en cours d'anglais, et on le fait encore en ce moment, hein. D'ailleurs, mardi, on est sur un troisième scénario avec des étudiants de licence. Donc là, vous voyez à gauche, c'est fait avec des étudiants de management en troisième année de licence, gestion des entreprises, dans un cours d'anglais de niveau intermédiaire. Donc,
les étudiants ne connaissaient pas ce qu'est le jeu de rôle. Et finalement, on a proposé une mini-campagne de 4 séances, hein, donc ça fait à peu près 10 heures en tout. Et on l'a fait en présentiel et on l'a fait en distanciel. Alors, en distanciel, on l'a fait avec une autre licence, licence informatique et management. Et actuellement, en distanciel, on est avec la même licence. Vous voyez la jeune femme à gauche qui le vit maintenant en distanciel avec la promotion suivante, bien entendu. Et puis en distanciel, on n'a pas utilisé des applications spécifiques, hein, comme Roll20 par exemple. On a utilisé simplement l'outil nous de communication qui est Teams, qui pourrait être Zoom, et on a reproduit en obligeant les étudiantes et les étudiants de mettre leur caméra, puisque le non-verbal est particulièrement important dans ce genre de jeu. Vous voyez qu'ils ont tous joué le jeu. Alors là, c'est une table, hein, il y a 10 tables virtuelles, 10 ou 11 tables virtuelles. Les caméras ont été activées sans aucun problème, ils sont en petits groupes. Et là, on fait un cours d'anglais. Et donc, ça marche à peu près pareil que le management, tout avec ce cycle expérientiel de Kolb. Ils ne sont pas notés sur leur anglais dans ces jeux de rôle. Ma collègue enseignante d'anglais passe, relève les points de grammaire ou les points à aborder ensuite, mais ne coupe pas la parole, ne coupe pas la dynamique du jeu. Et ce n'est que lors du débriefing, comme en management, comme en gestion de projet, où on va aborder ce qui s'est passé pour éclairer et faire comprendre ce que les étudiantes et étudiants ont vécu. Et là, c'est tout de suite beaucoup plus efficace puisqu'ils l'ont vécu. Vous mettez un mot dessus, ça marche beaucoup mieux. Voilà. Et donc là, c'est pareil pour l'anglais. Donc, ils se partagent des fichiers et puis ils savent qu'ils ne sont pas notés, donc ils parlent en anglais. Ils parlent en anglais et avec les collègues d'anglais, on a mesuré dans un cours de 2-3 heures pour 40 étudiants, c'est 6 minutes. Hein. Chaque étudiant parle 6 minutes. Avec ce type de jeu de rôle, on arrive à 36 minutes. Chaque étudiante et chaque étudiant va parler anglais pendant 36 minutes sur 2-3 heures. C'est 6 fois plus qu'un cours classique, dans une activité très engageante, dans une activité aussi qui permet aux étudiants timides de ne pas s'engager devant 40 autres étudiants. Et je vais y revenir plus tard. Donc, dans un article qu'on a écrit avec ma collègue anglais, donc enseignante d'anglais d'Aix-Marseille Université, qui l'utilise aussi dans avec des étudiants en IUT, pardon. Donc, on avait identifié 3 méthodes d'utilisation du jeu de rôle. Hein. Vous avez ce qu'on appelle les psychodrames, donc c'est plutôt proche de la psychologie. On a aussi les jeux de rôle en formation classique du couple Shaftel. Vous savez, en anglais, quand on vous demandait d'aller au tableau devant tout le monde et de parler avec quelqu'un et de dire, bah voilà, vous allez jouer le rôle du touriste français qui va acheter des M&M's à Londres. Voilà. Et là, la moitié des gens sont morts de trouille. Et en plus, c'est souvent noté. Donc, ça, en termes d'apprentissage, c'est extrêmement faible. Et là, nous, la troisième méthode, le troisième usage professionnel du jeu de rôle, c'est ce serious gaming. On va chercher des jeux de rôle fantastiques avec des univers fantastiques et on met les étudiants, on immerge les étudiants dans ces aventures. Alors, on s'est appuyé pour ça sur quelque chose de, mais les autres aussi, hein, pour le wargame et puis pour les jeux de rôle, on s'appuie toujours sur le cadre référentiel, enfin le cadre national des compétences, RNCP, des diplômes. Mais on m'a posé, je dis, une vingtaine de questions sur le jeu de rôle spécifiquement avant d'intervenir. Donc c'est pour ça que je suis allé un petit peu plus précisément sur le jeu de rôle. Donc sur le jeu de rôle, on s'appuie sur le cadre européen commun de référence pour les langues, hein, qui parle de la pédagogie actionnelle. La pédagogie actionnelle, c'est la pédagogie que les enseignants de langue sont censés mettre en œuvre pour développer les activités langagières des étudiantes et étudiants. Et donc, ce qui nous a intéressé avec mes collègues, donc il y a 3 collègues enseignants d'anglais qui travaillent avec moi là-dessus, c'est finalement que la définition même de la pédagogie actionnelle correspond à la définition du jeu de rôle. Donc, on s'est dit, bah alors, si la théorie et la méthode pédagogique demandée pour l'apprentissage des langues correspond à la définition du jeu de rôle, ben apparemment, ça devrait bien se passer. Et effectivement, nous l'avons testé. Alors, ça ne touche pas toutes les compétences, hein, mais encore que, on peut mettre en œuvre toutes les compétences. Là, on est plutôt sur les compétences pragmatiques, c'est-à-dire d'échange, de discussion, etc. Voilà. Et mes collègues d'anglais améliorent ça
C'est pour ça que dans le cycle expérientiel de Kolb, la partie QCM est enlevée et elle demande un écrit, de réécrire l'histoire. Et là aussi, c'était intéressant puisque mes collègues m'ont dit qu'avant, quand on devait écrire une histoire, c'était 10-15 lignes. Maintenant, c'est 2-3 pages. Donc, en termes de charge de travail et de correction, ça change tout aussi. Voilà, parce qu'ils racontent toute une histoire. Et pareil, on ne va pas forcément les noter sur leur qualité, l'anglais, mais sur leur engagement. Il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils écrivent. Et puis ensuite, on corrige en débriefing et ça libère une pression telle qu'ils s'engagent dans l'activité. Et c'est pour ça que je vous parlais de l'inclusion. Dans toutes ces activités que je vous présente, il y a une notion inclusive extrêmement puissante, puisque les jeunes ne sont pas notés sur leurs résultats, mais sont notés sur leur engagement. Et ça change tout. Voilà, alors quelques conseils pour le JDR, pour celles et ceux donc, qui m'ont contacté, puis peut-être d'autres. Donc il ne faut pas chercher à reproduire les sessions de JDR pour notre passion, pour la passion des rôlistes. Les règles sont extrêmement allégées. Je vous propose d'ailleurs sur mon site, sur le site du projet du team, des règles allégées qui s'apprennent en quelques minutes et qui sont suffisantes pour n'importe quel contexte. Alors on utilise le jeu de rôle The Strange, mais on peut utiliser n'importe quoi. Il faut faire des scénarios simples et scriptés. Donc dans le jeu de rôle, l'idée, c'est d'avoir de plus en plus de liberté. Là, ce sont des jeunes qui vont découvrir 4 séances de jeu de rôle, qui n'en ont pour la plupart jamais fait, et qui, en plus, ne savent pas ce que c'est. Donc, il faut qu'ils aient des scénarios très scriptés, et ils vont jouer le rôle de maître du jeu. Ce n'est pas les enseignants qui jouent le rôle de scénariste. Donc, il faut quelque chose de très simple, de très scripté. Vous avez vu, il y avait un plateau. C'est quand même, parfois, sur les 4 séances, il y en a même 2. C'est quasiment un jeu de plateau où on déplace les personnages sur des cases. J'ai remarqué aussi que, et là, ça match aussi pour les wargames, que des univers non connus sont plus pertinents. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Donjons et Dragons. Eh bien, j'utilise pas ça dans le jeu de rôle. Star Wars, c'est limite pour les wargames. Je préfère aller sur des univers peu connus parce que vous tombez toujours sur le spécialiste de l'univers et qui peut prendre un petit peu le lead. Alors, des fois, c'est volontaire, mais bon, voilà, c'est volontaire, par exemple, dans un cours de management où vous voulez montrer la différence entre l'expertise et le management. C'est intéressant de voir que l'expert va prendre le lead alors qu'il n'est pas forcément manager, donc on peut le chercher. C'était l'idée de mettre du Star Wars. Mais quand je ne veux pas chercher cette modalité, eh bien, voilà, je préfère aller sur des univers non connus. Là, vous avez vu, c'était Mantix Games pour la flotte Armada. On va utiliser plutôt du Malifaux pour d'autres figurines, de l'Aristea, plutôt qu'aller sur du Warhammer, par exemple, même si le Warhammer, on l'utilise un petit peu aussi. Voilà, on a moins de chances que la personne connaisse. Voilà. Et puis, bon emballeur, même les gens qui connaissent, ils sont contents parce que faire du jeu de rôle, même si c'est super scripté, même si c'est très simple, même si c'est très court, ils sont contents de faire du jeu de rôle en cours d'anglais ou en cours de management. Et comme je vous l'ai dit, le cycle de Kolb Amandé, il est mis en œuvre. Un cycle par séance. La seule chose, c'est que l'évaluation QCM n'a moins de sens ici, puisque c'est vraiment de la production écrite et pas de l'apprentissage lexical en termes de management comme moi je l'entends. Eh bien, voilà, ça passe plutôt par des écrits, raconter l'histoire, puisque l'écrit est très peu utilisé dans les enseignements avec le JDR d'anglais. Alors voici les résultats. Donc, il manque plus qu'un, celui qui est en cours, mais regardez un petit peu ces résultats, c'est juste excellent. Déjà, vous voyez qu'il y a 100% de répondants, 100% de répondants, tous les étudiants répondent au questionnaire. Bon, déjà, ça montre quelque chose. Quand tous les étudiants répondent, c'est soit qu'ils ont détesté, soit qu'ils ont aimé. Voilà. Voici les résultats en termes de satisfaction. Donc, on va dire, c'est dingue. En termes d'engagement, en termes de pertinence, tout est extrêmement haut. Je vous rappelle, c'est anonyme. C'est après qu'ils aient eu leurs notes. Donc, ils peuvent se lâcher. Voilà. Et là, on a quand même une soixantaine d'étudiants, enfin oui, même plus, 80 étudiants. Ça commence à faire du monde. Donc, ça commence à faire des résultats valides scientifiquement. À un cours, OK. 2 cours, ça commence à être intéressant. Quand le 3e cours confirme, on verra le 4e. Et quand en plus, il n'y a pas sensiblement de différence, même s'il y a une petite chute en distanciel pour les 3 valeurs, mais globalement, on reste dans les valeurs, on commence à avoir des résultats scientifiques qui sont valides, malgré le non-usage
de méthodologie expérimentale plus poussée. Hein, voilà, puisque là, on n'a pas découpé deux classes en faisant une méthode classique, il n'y a pas eu de groupe de contrôle, etc. On fait plutôt sur l'évaluation longitudinale à la Kirkpatrick. Voilà, alors quelques synthèses d'étapes du projet. Donc, on s'est rendu compte que la décontextualisation, c'est-à-dire que par rapport au monde futur des étudiants, eh bien, les managers, on les met pas dans une situation de simulation de gestion classique, on les met dans Star Wars, on les met dans autre chose. Voilà, on les met dans l'aéronautique. Hein, d'ailleurs, ils sont pas faits pour être pilotes. Voilà. Donc, ça participait à une vraie pédagogie inclusive. Hein. J'ai un article qui détaille tout ça. Donc, l'engagement étudiant est particulièrement important et tous les étudiants s'investissent, hein, tous. Les multiples cycles de colle permettent réellement ce que tout enseignant tente de faire mais ne peut pas faire à cause du temps, à cause des outils, etc. Et bien là, on arrive à faire de l'essai-erreur. Ils se plantent, c'est pas grave, ils se sont engagés, c'est tout ce qu'on vérifie. Et puis finalement, la recontextualisation des compétences et des connaissances, hein, j'aurais dû mettre des connaissances et des compétences, est finalement très facile, tout simplement parce qu'on respecte la fidélité épistémique, c'est-à-dire que les connaissances et compétences managériales mises en œuvre avec un wargame, eh bien, cognitivement parlant, sont bien les mêmes que dans une situation de gestion classique. En cours d'anglais, eh bien, on a beau être combattre un dragon ou chevaucher le dragon, en fonction de la situation, eh bien, on va utiliser un langage peut-être un petit peu plus détourné, mais un langage qui sera tout à fait transférable dans la vie de tous les jours, du moins syntaxiquement, peut-être pas avec le vocabulaire, tout le vocabulaire. Donc, le continuum que je vous ai montré tout à l'heure, de la plus forte décontextualisation vers la plus forte contextualisation, eh bien, semble vraiment un guide intéressant pour amener pour ma part, les étudiants vers l'expertise recherchée. Toutefois, hein, on a quand même des problèmes, des difficultés. Faire ce cours, ce genre de cours, c'est extrêmement chronophage. J'y passe des heures et des heures et des heures pour faire ce cours, parce qu'en plus du contenu pédagogique classique, il y a toute une partie de didactisation qui est extrêmement difficile. C'est pour ça que vous avez vu que la majorité des jeux que j'utilise sont extrêmement adaptatifs. Hein. C'est aussi pour ça qu'ils sont intéressants, parce que c'est nous qui mettons le scénario qu'on veut, et c'est pour ça que les serious games ne m'intéressent pas. Le serious game intègre, donc ça peut être bien dans certains cours, mais dans mon cadre, ça m'intéresse pas, puisque le serious game intègre un scénario que je ne maîtrise pas. C'est une sorte de boîte noire. Là, ça me permet de faire ce que je veux, mais ça demande du coup une didactisation et une préparation beaucoup plus complète. Et puis, si vous voulez faire de l'essai-erreur et donc du cycle itératif, et je vois le mot agile, je n'ai pas le temps de lire ce que la phrase est, mais effectivement, c'est comme l'agile. Je suis en management des systèmes d'information, donc effectivement, il doit y avoir aussi un petit peu En tout cas, ces cycles courts agiles, je vais utiliser, hein, sont des sprints en méthode agile, sont effectivement permettent à tous les étudiants de lâcher prise et de s'engager. Voilà. L'intégration des jeux experts, effectivement, donc JDR, Wargames, tout ce que vous voulez. Donc, ça nécessite une appétence culture, une veille ludique importante de la part des enseignants. Sur les 161 étudiants qui ont été questionnés ici, je n'ai eu qu'une seule étudiante qui a refusé de jouer. Une seule sur les 161. Les 160 autres, je ne dis pas qu'ils se sont engagés de manière dingue, mais ont tous et toutes joué le jeu. La seule étudiante qui n'a pas joué le jeu est une étudiante Erasmus qui venait pour le cours d'anglais et qui n'avait pas fait d'anglais avant. Donc forcément, c'était un cours d'anglais intermédiaire, elle n'a pas suivi le cours, elle ne pouvait pas s'engager. Voilà. Donc ça, c'était une erreur qui ne concerne pas l'activité ludique. Donc côté étudiant, globalement, ils sont pas mécontents de faire des activités de ce genre-là. Ils sont pas mécontents de faire des activités de ce genre-là. C'est pas spécifiquement le jeu, c'est aussi qu'on leur donne cette capacité d'essai-erreur. Hein. Et souvent, vous avez des étudiants, vous avez un public qui va s'opposer au jeu, à vous dire moi j'ai pas envie de jouer. Et si vous creusez un petit peu, c'est pas qu'il a pas envie de jouer, c'est qu'il n'arrive pas ou qu'il n'aime pas, il n'apprécie pas s'engager dans une pédagogie expérientielle et active. Vous pourrez mettre la même personne dans une activité expérientielle pas du tout ludifiée, cette personne ne rentrera pas non plus. En fait, alors, je généralise un petit peu, mais c'est souvent le cas. C'est-à-dire qu'au début, des étudiants se disent on va jouer, je les mets dans des postes pas tout à fait ludiques, et en fait, je me rends compte que c'est pas le jeu qui les dérange, c'est l'exposition
dans une formation aux autres. Hein. Donc, c'est le jeu qui a on critique parce qu'il est là, le jeu, c'est facile à critiquer, hein, mais en fait, c'est pas ça le problème, c'est l'engagement, l'exposition en cours d'anglais, en cours de management, il faut s'exposer, et c'est souvent l'activité expérientielle qui bloque plus que l'activité ludique en elle-même. Voilà. Ensuite, difficulté de diffusion, eh bien oui, mais je pense que comme on est là, il y a quand même une sacrée étape qui a eu lieu. Donc là, en termes de diffusion, les articles scientifiques que je vous propose sont là pour vous apporter des arguments et un soubassement scientifique pour que vous puissiez valider le travail que vous faites et que vous puissiez avoir des arguments pour mettre en place les techniques ludopédagogiques. Mettre un jeu dans une formation, c'est quelque chose, mais le mettre en œuvre avec des arguments validés de manière scientifique ou du moins de manière réflexive, eh bien, vous pouvez ensuite utiliser ce qui a été fait de manière plus argumentée et plus solide. Hein. C'est exactement ce que mon équipe fait, c'est-à-dire qu'on vous donne de la matière sur des expériences, sur des tests critiques, et quand ça marche, on vous le dit, et quand ça marche pas, on vous le dit aussi. Voilà. Alors, je terminerai par ces slides. Donc, quelques projets en cours hein, pour vous montrer que c'est extrêmement productif. Donc, pour celles et ceux qui connaissent, voilà, là, il y a du Warhammer à droite, hein, Blood Bowl et puis Warhammer 40K. Donc, actuellement, on est en train de concevoir un dispositif pédagogique pour la formation au retour d'expérience. Donc avec deux professionnels qui sera destiné pour les étudiants mais aussi pour les formations. Donc là on crée un jeu en fait, on crée un serious game pour le coup. Là ce sera pas du serious gaming, pas tout à fait. Utilisation de wargame avec figurines. Oui, ce qui est intéressant et là c'était un premier test avec des étudiants de master. Moi je souhaiterais savoir si finalement l'engagement peut être encore plus poussé ou peut-être que ça ira trop loin si chaque étudiant a son propre personnage. Donc pour l'instant, c'était dans les wargames, alors dans les jeux de rôle c'était déjà le cas, mais dans les wargames, c'était plutôt des grandes unités sans âme. Est-ce qu'en mettant par étudiant un personnage particulier, l'engagement est supérieur et est-ce que ça ne va pas trop loin, justement, là, en termes d'engagement et que la partie éducative disparaît un peu? Donc ça, c'est quelque chose que je vais mesurer. Et on est en train de faire aussi des modes campagne, c'est-à-dire relier les scénarios l'un à l'autre, pareil, pour voir si ça fluidifie encore plus le passage et si, bien sûr, l'engagement est supérieur. Mais jusqu'où cet engagement doit aller, c'est ce qu'on est en train finalement de mesurer grâce à ça. Et puis, voilà, à chaque fois, donc là, pour l'instant, on a une dizaine de cours entièrement gamifiés avec du wargame ou du jeu vidéo. Donc, on est en train de voir maintenant si pour convertir encore d'autres cours et notamment des cours sur les facteurs humains, des cours sur la prospective et puis un cours international, bien sûr, qu'on est en train de faire. Et là, actuellement, depuis le 15 février, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'on parle beaucoup de ça. Donc, on a un projet international qui va durer 7 semaines, où il y a 36 étudiants de 5 nationalités, donc Allemagne, France, Canada, Ukraine et Inde, qui ont un projet collectif au sein de la même équipe. Et c'est pas 5 équipes différentes, c'est une même équipe. Et on voit comment tout ce beau monde va s'agencer pour imaginer de nouvelles modalités d'échanges internationaux. Ce projet a commencé en 2019, donc avant la crise sanitaire, déjà pour voir des étudiantes et des étudiants qui ne pouvaient pas partir, pour quelle que soit raison, pour leur proposer des échanges internationaux au sein de projets dans des équipes mixtes et pour découvrir un petit peu ce que c'est de travailler. Là, vous voyez, on couvre 12 zones horaires, donc c'est voilà. Voilà ce troisième, 12 fuseaux horaires, excusez-moi, 12 fuseaux horaires. Voilà pour le troisième projet. Vous trouverez donc sur le site eduteam.fr tout ce que je vous ai dit, sauf les derniers résultats qui sont en évaluation, mais on a beaucoup de documents. Donc le premier sur les wargames, l'autre sur le JDR en cours d'anglais. Vous avez celui qu'on a travaillé sur la pédagogie inclusive, donc en quoi l'usage de la ludopédagogie dans notre contexte est une vraie stratégie pédagogique inclusive. Vous avez un article sur l'intérêt de la décontextualisation de vulgarisation qui est sur LinkedIn. Et puis, il y a une vidéo du projet qui a été prise à Bordeaux Guide Fest.
On a aussi écrit un article sur Vaevictis pour les wargames et jeux de rôle pour les jeux de rôle. Et on a Plateau qui va aussi, donc le magazine Plateau, qui va paraître en avril avec un petit article du projet. Voilà. Je vous invite, ma petite pub, on fait un colloque, le colloque Game Evolution, qui a donc un colloque scientifique pour le coup, mais il sera gratuit et accessible à tout le monde. Si vous avez envie de proposer des expériences pédagogiques, alors autour plutôt des sciences de gestion, hein, bien entendu, avec un collègue qui est passionné d'e-sport, hein, Antoine Choulet, maître de conférence à Montpellier. Voilà, on organise cet appel à communiquer, enfin ce colloque, qui aura lieu à distance et qui sera gratuit aussi, mais avec des présentations plutôt de ce style, comme je viens de vous donner. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Pour les images, vous avez vu, il y avait des étudiants qui étaient cachés et d'autres non. C'est pas une erreur. Les étudiants qui n'étaient pas cachés, ils m'ont donné leur autorisation et ceux qui étaient cachés n'ont pas voulu que je diffuse. Mais voilà. Merci beaucoup de votre attention. Je suis prêt à répondre avec grand plaisir à vos questions s'il y en a eu. Alors peut-être que je... Oui, donc j'ai répondu à Laurent, effectivement. Finalement, le cycle expérientiel, c'est effectivement de la méthode agile. Pourquoi pas, hein, ça. D'ailleurs, pour le cours de gestion de projet en système d'information, un cycle de Kolb était égal à un sprint du projet de conception du système d'information. Donc là, on est pile poil commun. Alors pour le jeu de rôle, je ne sais pas, Pauline, quel type de jeu de rôle vous avez, mais effectivement, les jeux de rôle à passer au tableau devant tout le monde, il y a toujours des refus. Par contre, ce type de jeu de rôle-là, moi, j'ai jamais eu d'opposition, si c'était cette étudiante qui parlait pas anglais. Et dans ces cas-là, il y a des solutions que moi j'utilise pour les wargames, qu'on avait prévu pour le jeu de rôle, mais qu'on n'a pas eu besoin de mettre en œuvre. C'est pour la première séance que la personne soit une observatrice ou un observateur, c'est un étudiant, et passe avec l'enseignant de table en table pour essayer de relever elle-même des erreurs en anglais et que elle voit d'elle-même que finalement le jeu de rôle, en plus c'est en petit comité, ça se passe plutôt bien. Donc c'est une solution qu'on a prévue, qu'on a déjà mise en œuvre pour des wargames, qui a super bien fonctionné. Première séance observateur, et dès la deuxième séance, la personne elle est là pour apprendre le management, elle a envie de participer. Donc c'est une solution qu'on a mise en œuvre qui marche bien, qu'on n'a pas eu besoin en JDR, mais qu'on mettrait, qu'on a sous le coude au cas où. Tout à fait. Ah bah voilà, Mathieu a répondu, je suis désolé. Mathieu a répondu à la question de Pauline, dans la même idée en fait. Hein. Voilà. Du coup, vous pouvez aussi utiliser peut-être les micros. On n'est pas très nombreux, ça peut être sympa de pouvoir communiquer avec les micros si vous avez des questions. J'ai arrêté de partager mon écran. En tout cas, merci Philippe, encore une fois, hyper passionnant. Rien, moi, je suis enseignante du premier degré, mais je trouve ça très intéressant parce qu'on fait tellement de passerelles en fait dans ce qui est fait. Donc c'est chouette. Voilà, normalement, je ne partage plus. Alors, il y a Arthur qui voudrait prendre la parole, a priori. Il a levé la main. Alors, le débriefing, alors c'est extrêmement, ça serait extrêmement long. En fait, pour l'animation du débriefing, je pense qu'il me faudrait 1 heure supplémentaire au moins, mais en quelques mots. En quelques mots, le débriefing suit. Je vous invite à lire cet article de Zygmunt et Hall. En tout cas, vous lisez mon article sur les wargames et vous verrez, tout est expliqué. En fait, l'animation, elle se fait de plein de manières. Il y a d'abord une première étape qui est la catharsis. La catharsis, c'est après avoir vécu quelque chose d'aussi fort en jeu de rôle, en management ou autre, eh bien les étudiants, ils ont besoin de parler et d'échanger, de dire ce qui s'est passé. Et ça, c'est déjà particulièrement intéressant parce que vous allez avoir des gens qui vont, qui sont un petit peu s'achoper, des gens au contraire qui vont se dire ouais, on a gagné, ils vont être plus soudés, etc., etc. Donc tout ça, c'est déjà quelque chose à apprendre, et c'est pour ça que entre l'expérimentation et le débriefing, il n'y a jamais de pause. Tout de suite, les gens ils vont dans la salle de classe pour le débriefing, pour éviter que je perde toute cette richesse qui va être dite pendant ce temps de la fin de l'expérientiel vers le débriefing. Ensuite, j'anime
notamment par les pairs. Je fais d'abord parler les étudiantes et les étudiants qui n'étaient pas managers ou qui n'étaient pas game master pour avoir leur ressenti. Et puis, tout doucement, il y a aussi parfois des étudiants observateurs en fonction de certains cours de management. Tout doucement, ce qu'ils disent, moi, j'amène la notion théorique. Je dis, c'est vraiment des cours de connaissances, moi, des connaissances managériales, connaissances gestion de projet. Donc, j'amène la notion théorique qui va permettre d'éclairer ce qu'il s'est passé. Et là, tout doucement, la discussion se fait. Et si jamais j'ai pas toutes les notions théoriques qui ont été abordées, eh bien, je les rajoute après. Je leur dis, bah voilà, vous n'avez pas abordé ça, mais qu'est-ce qui s'est passé ici et finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le scénario que vous allez prévoir dans les parties expérientielles doit être finement prévu pour faire en sorte que vous ayez de manière incidente la majorité des notions théoriques que vous voulez faire apparaître à la fin, enfin discuter à la fin. Hein. Donc ce scénario doit être très précis. Mais en tout cas, donc il y a une première étape de catharsis, une deuxième étape de discussion avec éclairage par la théorie de ce qui s'est passé. Et là, il y a souvent l'effet waouh. Et souvent des jeunes me disent, mais c'est la théorie, ça me permet de comprendre ce qui s'est passé. Et oui, la théorie, ça vient. C'est la théorie. Tout le monde, beaucoup de gens critiquent la théorie, mais la théorie elle-même provient de l'empirique. Donc provient de la réalité. Hein. C'est juste une modélisation généralisée. Donc certes une réduction, mais ça provient de la réalité. Donc on arrive à rééclairer et donc les étudiants apprennent en comprenant que ce qu'ils ont fait, eh bien, ça appartient à la théorie et donc ils arrivent à faire le lien. Et puis ensuite, la troisième étape, je leur demande de faire par eux-mêmes des liens avec la vraie vie, des situations de gestion réelles. Et là, de manière aussi très surprenante, ça matche plutôt bien. Et si jamais je suis avec des L1, des L2, donc qui ont quasiment pas d'expérience professionnelle, eh bien, c'est moi qui donne des exemples sur des situations où cette notion théorique a été mise en œuvre. Mais il y a vraiment ces trois étapes. Première étape, catharsis. Deuxième étape, on éclaire ce qui s'est passé. Et troisième étape, on rapporte. C'est pour ça que c'est long. Hein. C'est long parce que quand j'ai 40 étudiants, si je veux faire parler tout le monde, et je fais parler tout le monde, quelques minutes, tout le monde, ça peut prendre largement 1h30, 2 heures, hein, juste le débriefing. Hein. Voilà, Mathieu, c'est vraiment très condensé pour pas trop dépasser le temps, mais sur les articles, vous avez tout expliqué, beaucoup mieux. Alors, oui, effectivement, on ne peut pas dépasser le temps. Même si on peut gagner peut-être 5 minutes si vous avez une question complémentaire. Ou pas. En tout cas, bah, Philippe, vraiment merci. Merci, vraiment merci. je vais personnellement bien pister le colloque Game Evolution. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Merci encore de la part d'Escape Games d'avoir participé. Alors, Arthur, voilà, il aimerait prendre ta parole. Ça fait 2 fois que je vois ça m'a levé. Mais je ne sais pas si ça fonctionne en fait. Sinon, Mathieu, vous pouvez me contacter. Hein, vous allez sur le site et du team, voilà, et vous trouvez toutes mes coordonnées. Voilà. Voilà. Sinon, je peux mettre dans le chat mon mail. Ah bah oui, ça sera parfait. Avant que vous coupiez. Et donc, on vous invite à un petit temps de pause puisque les prochains redémarrent à 15h55. Donc, pour les derniers ateliers avant la clôture de ces 2 jours de salon autour du jeu. Merci à tous et bonne fin de journée. Au revoir et merci pour l'organisation. C'est vraiment top. Merci.